Nous sommes au début des années 1830 dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas, et par une journée dont la date exacte n'a pas été conservée, sur la place du théâtre se produit un événement pour le moins étrange. Sortant des nuages, un ballon dirigeable produisant un bruit inhabituel descend vers la foule. Une trappe s'ouvre dans l'habitacle et une lettre scellée de cire est jetée au sol. Elle atterrit au pied du bourgmestre, son excellence von Underduk, qui l'ouvre tandis que le ballon, lui, poursuit son chemin et disparaît à la vue des passants. L'étrange missive décrit avec de troublants détails scientifiques l'incroyable périple de son auteur. Celui-ci, calcule à l'appui, démontre qu'il est possible pour un ballon conçu spécialement à cet effet, c'est-à-dire dont l'enveloppe serait capable d'une dilatation extrême, de s'envoler en direction de l'espace, prenant appui sur les plus légers résidus de gaz de la haute altitude, pour atteindre sur son élan une hauteur suffisante pour que la pesanteur lunaire devienne prépondérante sur celle de la Terre. Freinant alors progressivement sa course sur l'infime atmosphère de notre satellite, le ballon pourrait atteindre sans dommage sa surface rocheuse. Un individu équipé pour le voyage d'un système lui permettant de respirer malgré le quasi-vide ambiant pourrait ainsi, sans dépenser le moindre carburant, pour peu que ses calculs soient précis, explorer l'astre nocturne et en revenir de la même manière. Ce voyage, dont l'aller à lui seul durerait 19 jours, serait non seulement possible, mais l'auteur de la lettre affirme l'avoir accompli avec succès, son texte décrivant avec précision la surface lunaire, grise et morne, et ses vertigineux reliefs volcaniques. Salut les terriens, l'étrange voyage que je viens de vous raconter a été publié en 1835 sous le titre L'aventure sans pareil d'un certain Hans Pfoll. Pensé sous la forme d'un canular de science-fiction par le génial Edgar Poe, il est considéré comme l'un des textes fondateurs du genre, et Jules Verne lui-même affirmera y avoir trouvé une grande source d'inspiration pour ses propres nouvelles. Il montre en tout cas que l'idée de franchir les frontières de l'espace à bord d'un ballon plus léger que l'air ne date pas d'hier, et si on en croit les annonces des sociétés comme Zefalto ou encore Zero to Infinity, le tourisme spatial en ballon serait même pour demain. Alors pourra-t-on bientôt gagner l'espace sans presque polluer, accrocher sous de gigantesques enveloppes gonflées d'hélium et admirer en silence la courbure de notre planète? Les ballons pourraient-ils même constituer une façon économique d'envoyer des satellites en orbite? Vous allez voir que ce n'est pas si simple, c'est parti. Le principe de l'aéronef plus léger que l'air remonte à plusieurs siècles et même possiblement millénaires. Les Chinois utilisaient des enveloppes de papier gonflées d'air chaud lors des fêtes populaires, et leur origine est traditionnellement attribuée à un certain Kongming qui, dès le début du IVe siècle, les aurait tout d'abord imaginés comme signaux militaires. En Europe, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les frères Montgolfier construisent, exactement sur le même principe, des prototypes d'une taille suffisante pour emporter des animaux. Peu après, Jean-François Pilâtre de Rosiers deviendra le premier aéronaute connu en s'élevant à 84 mètres à bord d'une montgolfière retenue au sol, exploit qu'il renouvellera un mois plus tard à bord d'un engin libre cette fois, et en compagnie du marquis François-Laurent d'Arlande, s'élevant jusqu'à l'altitude de 1000 mètres. Les deux hommes sont très probablement les deux premiers à avoir contemplé le monde depuis une telle hauteur. Depuis, ces aéronefs se sont déclinés sous toutes les formes, des montgolfières à air chaud qui continuent d'être employées pour le loisir ou l'exploration, aux fameux zeppelins qui ont connu leur heure de gloire jusqu'au tragique accident du Hindenburg, et en passant par toutes les déclinaisons militaires imaginables, du ballon espion au ballon de barrage dont les câbles protégeaient certaines bases des vols en rase-motte pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces ballons de haute altitude gonflés à l'hélium, de plus en plus sophistiqués, qui sont devenus en parallèle de l'exploration spatiale, un moyen sûr et économique d'explorer les couches les plus hautes de notre atmosphère. Le CNES en particulier les emploie depuis plus de 60 ans pour la recherche scientifique, et certains d'entre eux, dont l'enveloppe peut atteindre à leur apogée la taille d'un terrain de football, sont aujourd'hui capables d'emporter jusqu'à 3 tonnes de charge utile à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. D'autres ballons plus légers peuvent rester en vol plusieurs semaines, leur enveloppe se réchauffant quotidiennement au soleil pour regagner l'altitude perdue à la fraîcheur de la nuit. Cette capacité à rester durablement en vol à haute altitude offre des opportunités de mesure de la stratosphère étalées dans le temps qu'aucun avion ni aucun lanceur chimique ne pourrait permettre, puisqu'ils ne font que traverser rapidement cette zone. Et voilà que le tourisme pourrait venir s'ajouter au tableau. Zefalto est une entreprise basée dans l'Hérault et qui promet à ses futurs clients le privilège, je cite, d'embarquer vers les étoiles pour un voyage spatial bas carbone, et ce dès 2025. Cela pourrait représenter une petite révolution à l'heure où ailleurs, les milliardaires se battent pour proposer leur version d'un tourisme spatial décrié comme ultra polluant et tapageur, dont les lanceurs brûlent leurs argoles par dizaines de tonnes à chaque vol. Grâce à un partenariat avec le CNES, lui permettant de bénéficier de la grande expérience de l'agence spatiale, elle développe son ballon réutilisable, capable d'emporter en douceur 2 pilotes et leurs 6 passagers, pour quelques heures à une altitude de 25 km.
À bord de la capsule, les attend une vue imprenable sur la courbure de la Terre, ainsi que, selon l'entreprise, la possibilité de ressentir ce qui jusque-là était réservé aux seuls astronautes, à savoir ce que les anglo-saxons appellent l'overview effect, en français l'effet de surplomb. Ce choc, ressenti par certaines personnes une fois parvenues en orbite en admirant la Terre en contrebas, plongée dans le cosmos dans toute sa fragilité, peut parfois entraîner au retour un changement significatif dans le comportement de ceux qui l'ont vécu, à la manière d'une profonde prise de conscience de notre situation dans l'univers. Un ambitieux programme dont les Espagnols de Zero to Infinity ou les Américains de Space Perspective annoncent leur variante, mais qui est d'ores et déjà annoncé comme l'alternative propre et relativement accessible au tourisme spatial proposée par Blue Origin, Virgin Galactic ou encore SpaceX. Le billet se chiffrerait ici, suivant les annonces, autour de la centaine de milliers d'euros. Mais je vous entends déjà relever que 25 km ce n'est pas encore l'espace, et vous avez raison. Effectivement, aucun de ces ballons n'a l'ambition d'atteindre la frontière officielle de l'espace, et aucun d'eux ne le pourrait de toute façon. En effet, comme l'annonce Zero to Infinity, à l'altitude de 36 km à laquelle elle envisage d'emmener ses passagers, 99,5% de l'atmosphère terrestre est déjà sous vos pieds, non pas en termes de volume bien sûr, mais de quantité de gaz. Car il faut se rappeler que la pression atmosphérique ne diminue pas du tout proportionnellement à l'altitude, mais selon une décroissance exponentielle. Autrement dit, et pour simplifier, lorsque vous volez en avion à 5000 mètres d'altitude, plus de la moitié du gaz constituant notre atmosphère se trouve déjà en dessous de vous, et en doublant cette altitude jusqu'à 10 000 mètres, hauteur à laquelle évoluent d'ailleurs la plupart des avions de ligne, ce sont déjà plus des 3/4 de l'air terrestre que vous survolez, moins d'un quart restant au-dessus de vos têtes. Je ne doute pas que vous y penserez la prochaine fois que vous prendrez l'avion, jetez un œil par la fenêtre et rappelez-vous que vous contemplez déjà plus des 3/4 de la réserve d'air totale dont nous disposons pour vivre. Ainsi donc, à 36 km d'altitude, un ballon a déjà franchi 99,5% de l'atmosphère, et de l'atmosphère il lui en faut pour voler puisque c'est là son principe. Un ballon s'envole parce qu'il est plus léger que l'air, ou pour être plus précis parce que sa densité est plus faible que celle du gaz qui l'entoure. Impossible donc de continuer à monter s'il n'y a plus d'air pour le porter, et justement, la limite de l'espace est définie comme celle à partir de laquelle la pression ambiante devient trop faible pour agir significativement sur les aéronefs. Alors, il est vrai que cette limite est extrêmement floue et varie suivant les définitions et les pays, mais dans tous les cas, les ballons en sont loin, puisque pour rappel, la limite officielle reconnue par la FAI, la Fédération Aéronautique Internationale, est celle dite de Kármán, à savoir 100 km au-dessus du géoïde terrestre. Seuls les États-Unis ont opté pour une frontière plus basse, à seulement 264 000 pieds, soit 81 km, et de mauvaises langues affirmeront sans doute que ça leur rend l'espace plus facilement accessible. Ce n'est d'ailleurs pas notre ami Richard Branson qui nous contredira, puisque son vaisseau Spaceship Two n'a jusqu'à présent pas dépassé les 90 km d'altitude, suffisant aux États-Unis pour prétendre au titre de voyage dans l'espace, mais pas selon les normes internationales, ce que ses concurrents n'ont pas manqué de faire valoir. Dans tous les cas, soyons clairs, même si on retrouve des traces de plus en plus diffuses de l'atmosphère terrestre jusqu'à une très haute altitude, aucun ballon n'est aujourd'hui capable d'aller dans l'espace. Si à 40 km d'altitude, la grande majorité du gaz est déjà en dessous de nous, on continue de trouver des molécules d'air jusqu'à de très grandes distances de la Terre. Par exemple, à l'altitude de la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire 400 km, on parle encore de quelques millions de particules par centimètre cube, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est en fait rien du tout en comparaison des 50 milliards que l'on y trouve au niveau de la mer. Il faut aller jusqu'à 5000 km d'altitude pour tomber à une centaine de particules par centimètre cube, c'est-à-dire plus très loin de la densité du milieu interplanétaire. L'espace, vous l'aurez noté, n'est donc jamais tout à fait vide. Mais comme je le disais, pour qu'un ballon puisse voler, il faut qu'il soit plus léger que l'air qui l'entoure, et pour compenser la masse de sa charge utile, le volume que doit atteindre son enveloppe augmente au fur et à mesure que la pression de gaz ambiant s'amenuise. Les plus grands monstres envoyés par la NASA peuvent ainsi dépasser les 500 000 mètres cubes. À ce jour, le vol inhabité à avoir volé le plus haut a atteint 53 km d'altitude, et le record pour une capsule pressurisée habitée, du genre de ce que les opérateurs de tourisme voudraient mettre en œuvre, est de 39 km. La plus haute altitude pour un humain équipé d'une combinaison pressurisée est-elle pour l'instant attribuée à Alan Eustace, ex-vice-président de Google, à l'occasion de son saut en parachute depuis une altitude de 41 km. Dans aucun de ces cas, on ne parle donc de vol spatial et on en est même assez loin, mais cela n'empêche que le coup d'œil doit vraiment valoir le détour. D'autant que l'atmosphère se trouvant principalement en dessous, le ciel apparaît noir presque comme quand on l'observe dans l'espace. Alors est-ce suffisant pour ressentir le fameux overview effect ? Seuls les futurs passagers pourront nous le dire. Assez pour percevoir la courbure de la Terre, peut-être, mais sans doute pas de manière aussi marquée qu'on pourrait l'imaginer. Ça peut paraître beaucoup vu du sol, mais au regard des 6370 km du rayon de la Terre, ça ne représente pas grand-chose, on décolle en fait à peine de la surface. En passant, pour vous faire une idée de la courbure que l'on est susceptible d'observer à une altitude donnée, je vous invite à faire vos propres expériences sur Google Earth.
Projeté sur un écran d'ordinateur, ça ne représentera bien sûr pas ce que vous verriez de vos propres yeux, mais ça vous en donnera déjà un aperçu intéressant. En dessous d'une centaine de kilomètres, ce n'est pas extrêmement probant. Alors le monde des ballons stratosphériques et celui de l'espace seront-ils à jamais séparés ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Ce que recherchent principalement les clients de Blue Origin ou encore de Virgin Galactic, on le voit bien dans les vidéos de leur vol, ce n'est pas tant la vue extérieure, ce qui est bien dommage, que la sensation d'apesanteur. Mais cette sensation, nul besoin de dépasser les 100 km pour y avoir droit, les passagers du Spaceship 2 seront les premiers à le confirmer, car la microgravité n'est pas une affaire d'altitude, mais de chute libre. Et pour profiter d'une belle chute libre, il suffit d'avoir assez de hauteur à chuter. À 36 km, on a largement de quoi faire, ainsi les Espagnols de Zero to Infinity proposent à leurs clients de commencer la phase de descente par une période de chute libre de la cabine pouvant atteindre 1 minute avant que celle-ci ne soit freinée par un système de parachute. Alors oui, un ballon ne permettra jamais à lui seul d'accéder à l'espace, d'autant que, faut-il le rappeler, gagner l'espace c'est une chose, mais y rester c'en est une autre, et même si un jour un ballon devait atteindre les 100 km, sa charge utile, contrairement à celle d'une fusée, serait condamnée à retomber avec lui. Se mettre en orbite autour d'un astre, encore une fois, ce n'est pas une affaire d'altitude, mais bien de vitesse. Pour rester dans l'espace en orbite basse sans retomber aussitôt, ce sont plus de 27 000 km à l'heure qu'il faut atteindre, et ça, ce sera toujours le rôle d'un puissant moteur. Cependant, les ballons pourraient bien avoir leur mot à dire dans la course à l'espace, car s'ils ne possèdent pas l'avantage de la vitesse, ils ont en revanche celui de franchir la plus grande partie de l'atmosphère terrestre à moindre frais. Cette même atmosphère qui entrave normalement l'accélération d'une fusée lancée depuis le sol, en lui faisant dépenser une part non négligeable de son carburant à lutter contre ses frottements. Voilà pourquoi Zero to Infinity, en plus de ses prestations touristiques, entend proposer un service de mise en orbite grâce au micro-lanceur Blue Star, destiné à être lancé depuis un de leurs ballons. Notez au passage que dans cette configuration, on s'économise le poids d'un fuselage rigide en plus de la part de carburant destinée à lutter contre l'atmosphère. En effet, l'accélération commençant à une altitude où la densité de l'air est déjà presque négligeable, une coiffe devient très vite superflue pour contenir et protéger la charge utile. Avec ce système, l'entreprise entend placer jusqu'à 140 kg de charge utile en orbite basse et 75 kg en orbite héliosynchrone, des chiffres qui correspondent à un peu moins de la moitié des capacités d'un micro-lanceur Electron de chez Rocket Lab, mais en s'épargnant l'emploi d'un premier étage de 12 mètres de haut pour franchir les couches les plus denses de l'atmosphère et quelques tonnes d'ergol au décollage, ce qui à coup sûr doit représenter une belle économie et un argument écologique de poids, pas négligeable par les temps qui courent. Voilà les terriens, on arrive au bout de cet épisode. Alors ces ballons sont-ils l'avenir du tourisme spatial vert si une telle chose peut exister ? Les lancements sous ballon pour les satellites légers et économes en carburant ont-ils donc de beaux jours devant eux ? Eh bien je vous laisse me donner votre sentiment en commentaire, et s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités dans cette émission, eh bien je vous laisse me poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Pensez bien sûr au pouce bleu, à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, et quant à moi je vous dis à mercredi. Ciao les terriens.